Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Wemax. On se retrouve pour parler du dernier SBS en date de One Piece. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sachez que dans chaque tome de One Piece, il y a une petite rubrique questions-réponses avec Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece, qui donne des réponses et qui donne des informations complémentaires par rapport à l'histoire. Donc c'est une petite rubrique intéressante sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui avec la sortie notamment du tome 110. Voilà, tome 110. Du coup, on compte sur vous pour vous abonner, les amis, et on espère bien rigoler avec cette petite vidéo parce que vous allez voir, il y a des informations qui sont hyper importantes, mais dont les réponses peuvent surprendre et font parler. Et il y a des informations qui sont totalement useless, mais qui sont rigolotes. Donc ça a toujours son petit effet. Je te propose de commencer par un truc intéressant plutôt que les vannes toutes pourries du début. On a une petite illustration de ce à quoi ressemblait Yamato lorsqu'elle a mangé son fruit, en fait, étant enfant. Vu que c'est vrai qu'on l'a pas vu comme ça, hein, finalement, on l'a vu enfant, adulte transformé. On l'a pas vu transformé, donc il nous l'a fait sous forme hybride et également en forme animale. Voilà. Alors je sais pas à quoi ça sert concrètement. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire ? Non, mais c'est juste histoire de faire gaulerie ou d'attendrir peut-être les mœurs. Je pense que c'est ça, parce que bon, atteindre une forme hybride, à peine tu as avalé le fruit, elle est très douée. Bah comme Chopper. Chopper, il était direct en forme hybride quand il a mangé le fruit, vu que c'est comme ça qu'il l'a rencontré. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a été chassé par son troupeau. Mais je sais pas si le cas de Chopper n'est pas l'exception qui confirme la règle, quoi, tu vois. On va savoir. Bon, en tout cas, oui, c'est rigolo, c'est sympa. On va continuer, du coup, sur ces SBS. Il y a à peu près une dizaine de questions. Il y en a sur lesquelles on s'arrêtera peut-être un peu plus longuement. Question, la tribu des longs bras a 2 coudes dans un seul bras, n'est-ce pas ? Est-ce que chacun des coudes a son propre nom ? Demande quelqu'un à Oda, et Oda répond c'est une merveilleuse question, je suis très ému. Ouais, bien sûr, ils ont leur propre nom. Le coude le plus près de la main est appelé le coude d'ami, ou coude d'amitié. Le coude qui est donc plus près de l'épaule, lui, s'appelle le coude d'amour. Il semble représenter la distance émotionnelle entre vous et votre autre moitié. Ok, ça n'a aucun sens. Alors, la question était vaguement intéressante, hein, dans le sens où effectivement Oda il a créé tellement d'espèces différentes, tellement de races, tellement d'ethnies, tellement de catégories d'humains différentes, que on peut se poser légitimement la question du fonctionnement de certaines choses. Là effectivement ils ont 2 coudes. T'en as, ils ont des jambes super longues, t'en as, ils ont des coups super longs. Donc il y avait peut-être un truc plus scientifique à apporter, tu vois. Bon, il n'est pas parti sur ce côté-là, il est parti sur le délire total. Mais la question, je la trouvais, tu vois, derrière l'humour et tout ça, je la trouvais quand même intéressante, tu vois. Ouais, disons que c'est plus la réponse qui est c'est une réponse répondue à côté de la plaque. Sous l'humour. Ouais, à côté de la plaque, totalement. Totalement. Alors, la prochaine question, on va vous la garder pour peut-être la fin. Parce que je pense que ce truc-là, on va vous révéler l'identité de celui qui a donné de la nourriture à Luffy sur Egghead. C'est la seule chose qu'on vous dit. Mais on va le garder pour la fin. Bah, vous vous souvenez de ce parce passage ? Que ça va faire jaser. Bah ouais, Luffy était par terre, il manquait de force, etc. Et comme par hasard, quelqu'un lui a donné de la nourriture, on sait pas qui. Et c'est qui il a pu manger et retrouver sa forme de Gear Fifth, retrouver des forces là où il était totalement raplapla. On vous en reparle tout à l'heure parce que ça va être un gros segment, je pense. On va passer plutôt aux informations qu'on a sur les membres du Sword, puisque on a de toutes nouvelles informations qui nous sont révélées. Là, c'est déjà un peu plus intéressant, parce que ça touche littéralement à sa construction des personnages. Alors même si ce sont que des données, de bêtes données physiques sur les personnages, ça permet d'avoir des fiches d'identité pour chaque personnage, un peu ce que vous allez retrouver dans les Vivre Cards. Et on sait qu'il y a beaucoup de fans qui aiment bien ça. Alors par contre, on n'a pas tout ce qui est les dates anniversaires, les signes zodiacaux, tout ça, il vous les mettra plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors on a déjà le vice-amiral Drake, donc Drake, 33 ans, 223 cm, 2m23, j'ai envie de dire, bon, c'est un basketteur quoi, Drake. Porte le nom, ouais, hein, c'est adéquat. C'est ça, c'est un basketteur, notre ami Drake. Bon, ok, 2m23, ça va, c'est encore tolérable dans le monde de One Piece. Ça va. Il n'y a pas trop de nawak en mode, s'il m'avait dit il faisait 4m17, j'aurais dit bon, calme-toi Oda, mais là ça va.
Et d'ailleurs, après, on reste sur des tailles normales, j'ai envie de dire, parce qu'on passe à Kujaku, le vice-amiral Kujaku, 26 ans, 1m80. Ok, bon, d'accord. Le vice-amiral Prince Gruss, 29 ans, 2m5. Bon, vu qu'on l'a vu sur ce recroquevillé là, comme ça, en mode avec son argile, là, je sais pas quoi. Bon, finalement, on peut se dire qu'il est grand. Oui. Bon, après, je voilà. vais dire c'est du classique pour des personnages de One Piece. Par contre, Kujaku, elle est très grande. 1m80, pour une femme, c'est grand. Après, c'est le monde de One Piece, mais quand même, ça reste grand. C'est sûr. Kobe, 1m67. Voilà, 18 ans. Voilà, par contre, c'est un peu n'importe quoi. Parce que Kobe 1m67 par rapport à ce qu'on voit dans l'animé, tout du moins dans le manga, c'est difficile à dire. Même au gré des cases, parfois Oda change les proportions. Après, bon, je prends l'animé, je sais très bien que je suis hors sujet du coup si je vais sur ce domaine-là, vu que là c'est Oda qui donne des informations, donc c'est relatif à son manga, lui il se charge pas de l'animé, il fait le manga. Donc faut certainement pas juger l'animé par rapport aux infos d'Oda. Mais quand même l'animé est censé être fidèle à ça. Je sais pas s'il les a communiqués en avance au staff, mais par rapport à la stature svelte et longiligne, très longiligne et parfois très grande de Kobe, que l'on a en tête, je me dis 1m65, il est plus petit que moi le gars, enfin 1m67 il fait, il est pas grand, il est franchement pas grand. Ouais, il fait combien Luffy en taille? Luffy il fait 1m74 de mémoire, il fait quasiment ma taille. Ouais, je crois qu'il a grandi entre l'ellipse ou etc. Mais je te dis ça pourquoi? Parce que, étant donné qu'il c'est un peu son alter ego côté marine, tu vois, j'aurais pas été étonné de voir des points communs. Bon, ils font la même taille. Oui. A priori non. Comme ça. Kobe est plus jeune aussi, il a 18 ans. Luffy a bon, après, 20 il peut ans, continuer à grandir. Hein. Il peut continuer à grandir. Mais 1m67 par rapport à la carrure, c'est ça que je dis, par rapport au dessin, ça m'étonne. J'aurais dit 1m80 ou quoi par rapport à ce qu'on voyait, mais visiblement non. Ensuite, on a Shibali qui fait 1m65, 17 ans. Ouais, bah là, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc... Est-ce que dans le manga, on voit Kobe et Hibali côte à côte? Parce qu'il y a que 2 cm d'écart entre les deux, mais d'avis que ça a été plutôt dessiné comme si Kobe faisait 1 ou 2 têtes de plus, hein, tu vois. Ouais. Bon, du coup, il reste trop petit, notre cher ami Kobe, du moins un petit peu. Et ensuite, Hermep, du coup, lui, fait 1m79, 22 ans. Ouais, bon, il est à peine plus grand que moi, mais j'ai envie de dire, il me paraissait quand même beaucoup plus grand. Il est plus grand que Kobe dans la série, ça, j'ai souvenir. Ok, 22 ans, bon, ils sont jeunes. Hein. Hermep, c'était le petit-fils à papa au début, hein, faut pas oublier. Même si maintenant il a une allure de bon marine et tout ça. Ok, bah c'est des données qui sont à la fois intéressantes et inintéressantes. Elles sont intéressantes dans le sens où ça t'établit un peu des fiches, hein, comme je le disais en introduction pour tes personnages. Maintenant, ça va avoir aucune incidence normalement dans l'histoire, tu vois. Enfin, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Après, Oda nous précise un truc en plus par rapport à ça. Il nous dit, bien que Kujaku et Gruss soient des cadets de Drake, ils ont été dans la même année de formation de la marine. Voilà. Ça par contre, ça peut avoir une incidence. Parce qu'il aime bien mettre en lien des personnages, Hina Smoker, Aokiji Garp, il a été son élève, etc. On peut se servir de ça pour effectivement leur donner une histoire commune. Ça c'est intéressant de savoir que du coup c'est les Kohai aussi de Drake. En japonais c'est très important l'histoire de Kohai, donc c'est les cadets. Donc c'était plus jeune qu'eux, ou le senpai, donc t'es l'aîné et du coup on te doit le respect, on te parle de manière extrêmement polie. Donc ça peut avoir effectivement son importance dans le scénario, et on va rester sur les trucs d'âge en quelque sorte, puisque vous savez que depuis un très long moment, Oda s'amuse à dessiner les personnages de One Piece, les personnages principaux. Donc d'ici quelques années, pour avoir une idée de ce à quoi ils ressembleraient, dans un monde où tout se passerait bien pour eux, et dans une version où tout se passerait mal pour eux. Donc il y a deux versions. On va commencer par vous montrer la bonne version. Alors, j'ai volontairement découpé l'image en deux parce que on vous préserve le suspense pour après. Parce qu'on découvre cette fois-ci Jinbe. Jinbe à l'âge de 60 ans, sur la gauche du coup. C'est assez, ne les achetez pas, nous sommes tous égaux. Ouais, et 80 ans à droite. À mon avis, il parle des esclaves. Tu vois, ce serait logique. Ouais.
60 ans, il a pas beaucoup changé, un peu plus de barbe et maintenant il est grisonnant forcément, Jinbei. Voilà, il a totalement grisonnant à 80 ans. Vous avez beaucoup grandi, nous dit notre cher Jinbei, mais en tout cas, il garde sa bonhomie et le côté bon grand-père, j'ai envie de dire, sur son visage. Il a l'air gentil. Même s'il y a des dents pointues, il fait pas peur. Quoi, tu vois. On reconnaît bien le personnage. Là, c'est vraiment dans un monde où tout se serait bien passé pour lui. C'est certainement le monde qu'il va connaître dans One Piece. On l'espère. Je suis pas étonné. En tout cas, on va voir l'autre monde, si vraiment tout avait mal tourné pour lui. Et alors là, on a Jinbei, 60 ans, qui serait un peu comme certains hommes poissons comme Arlong ou Hodie Jones. Il est là. C'est un mercenaire, lui. Je tuerai tous les humains, tu vois. Avec sa tête, alors là, il s'est fait laisser pousser la moustache dans ce monde alternatif, on va dire. Ouais, il s'est laissé pousser la moustache, il se rase moins bien, c'est moins taillé, petit blouson rock'n'roll en pique et tout. Bon, le gars, à mon avis, il deal la nuit dans les fonds marins. Et après, à 80 ans, ouais, je vous entraînerai au fond de la mer, bande d'enfoirés. Il n'y a plus de cheveux. Hein. Vous avez remarqué, à chaque fois, dans les versions où ça se passe moins bien, les Mugiwara, ils sont dégueulasses. On va vous passer quelques images, mais ce qu'il a fait à Luffy, ce qu'il a fait à Nami, ce qu'il a fait à d'autres personnages, ils sont devenus dégueulasses. Zoro aussi. Bon, ça c'est marrant, ça j'aime bien. Ça, j'aime bien ces petits trucs là comme ça, voir un peu leur look alternatif. En fait, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Dans la vie, selon ce qui t'arrive, selon ce que tu vas faire, selon tes choix, et selon aussi le destin. Bon, c'est pas un mot que je veux employer pour son sens strict, mais la ligne qui va t'amener de là où t'es maintenant à ce que tu seras, et voilà. T'as soit cette version positive, soit cette version négative, et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais, c'est ça. Hein. Quand tu vois des gens qui avaient notre âge, des acteurs, ils étaient tellement beaux, tu vois. Donc des actrices, des acteurs et tout, tu te dis, ils étaient BG et tout. Et là, tu les vois vieux après avoir pris des drogues, après avoir une mauvaise vie, après ils sont détruits, ils sont dégueulasses, tu vois. Donc ça, c'est tellement important. Et tu vois qu'à l'inverse, pour mettre de l'eau à ton moulin, ceux qui ont bien vieilli, c'est-à-dire tu sens qu'ils ont gardé une certaine hygiène de vie, qui sont pas font du sport, ils continuent débois, voilà. Activité. Tu dis putain, ouais, 50, 60, 65 ans, beau gosse le gars, putain, il s'est bien entretenu. Voilà, comme quoi, hein, comme tu dis, hein, les choix, les aléas de la vie font que, à toi de nous dire si tu penses plus tirer sur la version blanche ou noire. T'as l'espace commentaire pour dis-nous surtout lequel Jinbei t'a fait le plus marrer dans les commentaires, c'est ça qui est intéressant. Ou également, lequel des Mugiwara jusqu'à présent t'a fait le plus marrer, parce que là, je pense qu'il a fait les 10 du coup. Ouais, je pense aussi, Je pense aussi. On va passer ensuite à une question qui risque de vous faire marrer, mais moi, en tout cas, ça m'a fait rire. Puisqu'on nous dit bonjour Oda Sensei, dans le chapitre 1045, volume 103, Luffy a utilisé une technique appelée Gomu Gomu no Giganto. Mais comment ses vêtements et même ses sandales deviennent aussi gigantesques, s'il vous plaît, dites-nous. Voilà, qui sous-entend comment les habits suivent la transformation géante de Luffy. Et Oda, il fait bon, ok. Écoutez-moi bien, Yuma-kun. Si les vêtements de Luffy sont arrachés quand il se transforme en géant, son bazooka, il va sortir. Yuma-kun. Il lui fait ça, littéralement, je pense que c'est comme ça qu'il dit. Donc, je suis obligé de... Donc, en gros, Oda est en train de dire, si les habits suivent la transformation géant, c'est pour pas qu'on voit son sgeg. C'est ça. Je traduis. Oui, c'est ça. Il aurait pu trouver une explication beaucoup plus scientifique, en mode... écoutez, quand il utilise ce pouvoir, le pouvoir de l'imagination, il peut matérialiser des battes de baseball, il peut ronger des troncs d'arbres et faire des armes. Pourquoi il pourrait pas agrandir les objets qu'il touche, tu vois? Tout comme il transforme Kaido en caoutchouc. Mais non, il a opté pour le truc factuel de son... de la raison pour laquelle il dessine ça comme ça. Alors qu'il aurait pu partir dans l'explication intrinsèque à l'œuvre, en vérité, tu vois. Il n'y avait rien de compliqué à ça. Bon, écoute, au moins on l'avait tous compris, hein, ça. En fait, il explique un truc qu'on avait tous compris, au lieu de partir dans l'explication du pouvoir de Luffy. Je pense que le gars qui a posé la question, il s'attendait peut-être à un truc avec une révélation, tu sais.
Genre, ah Ouais, oui, bah, pense. voilà, c'est l'extension de son pouvoir, il peut faire ça. D'ailleurs, y a-t-il pas un T'ima- chapeau géant à un moment donné à Marie-Joise, etc. Tu vois. T'imagines Il se le marche dessus, gars, là. il a posé la question en mode il va m'apporter une énigme sur le lore du pouvoir de Luffy et tout. Genre, il était vraiment dans la hype, tout, comme tu dis. Et Oda, il lui Ouais, il répond lui a bah détruit écoute, son si truc, tu il lui a niqué veux, son truc, ça se trouve, on sait pas. tu Hein. veux voir la guise de Luffy, c'est ça que tu veux. Bah non, écoute, le gars, il a reçu sa réponse, il dit Ouais, c'est un peu ça. ah, C'est un peu ça. d'accord. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue du coup. Autre question. Le designer derrière les vêtements du Golosé a été révélé. Question. Les costumes que les 5 doyens portent toujours sont-ils des vêtements de créateurs de haute marque? Y a-t-il une boutique à Marie-Joise qui s'adapte spécifiquement à eux? Veuillez nous parler du designer de vêtements, s'il vous plaît. Et Oda nous répond que son nom est Giorgio Nirmani, en une référence directe à Giorgio Armani, un spécialiste des vêtements de créateurs venant du royaume de Nagagutsu, bottes en cuir, d'East Blue. Seuls les 5 doyens sont autorisés à porter ces vêtements spéciaux. Bon, je vous avoue, ça m'a fait rire. Au début, c'est le truc que j'ai trouvé le plus claqué au sol. J'ai regardé, j'ai fait depuis de quoi il parle. Et puis, qu'est-ce qui nous présente un vieux designer comme ça, dégueulasse et tout. Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, ça, en vrai. Mais les vannes m'ont fait rire. Giorgio Armani, là, sur le Nia, qui veut dire miaou en japonais, mais c'est Giorgio Armani, c'est une caricature. Non, ça m'a fait marrer. Et puis le petit jeu de mots, Nagagutsu, des bottes, quoi. Non, c'était pas mal. C'est bien. Du coup, on continue. On a de nouvelles infos aussi sur les vice-amiraux qui étaient sur Egghead. Alors, on nous dit que le vice-amiral Pomsky, ou Pomsky, écoutez, excusez-moi si je me souviens plus exactement, il a mangé le Lako no Mi et devient un homme loutre de mer. Il frappe une attaque puissante Génial. avec un coquillage. Magnifique. Magnifique. Voilà, merci. Ça va être... Je pense lui, ça doit être le BG de ces dames, lui. Il a le meilleur fruit du monde. Ouais, je pense aussi. Ensuite, on a Dole, bon, vice-amiral Dole, une artiste martiale avec une âme rock'n'roll. On la connaît. Bon, ça, on la connaît. Ensuite, on avait le vice-amiral Tosa. Il peut mordre avec ses mains. Utilisateur de style T-Fist. Remarque, Tosa est la race de chien de combat japonais sur laquelle le nom de Tosa est probablement basé, qui suit le thème de nom canin de certains vice-amiraux. Ok. Voilà. Ensuite, on nous dit le vice-amiral Urban. Il a mangé le Tsutsutsunomi, fruit canon, et est devenu un homme artillerie. Le haut de sa tête peut devenir un canon. C'est très Baby Five, qui peut se transformer déjà en arme. Bon. Ensuite, Bluegrass, elle a mangé le Nori, donc le fruit Ride, et est devenue une femme pilote. Elle peut transformer n'importe quel quelle chose vivante, ou objet dans son champ de haki en tant que véhicule. Elle est comme une sœur aînée de Tsuru. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est peut-être le plus intéressant. Parce qu'on l'a vu utiliser effectivement des norimono, comme on dirait en japonais, donc des véhicules, mais ça peut être des créatures, des humains même, en moyen de transport. Et le fait qu'elle soit comme la sœur de Tsuru, Otsuru, de la grande Tsuru, la vieille, celle qui fait sécher son linge, c'est intéressant. Il nous crée des liens entre des marines, des personnages. Peut-être qu'on reverra ça et peut-être qu'elles ont eu une enfance commune. Peut-être qu'il y a eu des trucs à l'époque de Goldie Roger, je sais pas. Non, là, ça éveille ma curiosité davantage qu'un gars qui tire des canons avec ses mains ou je sais pas quoi. Ouais, ça c'est sûr. Vice-amiral Hound, du coup, il a mangé le Inunomi Model Hound, donc chien de chasse. Il est dans la même année de classe que Smoker. Ouais, lui on le connaissait pas très déjà. français cette phrase, mais Ouais. ok. Le vice-amiral Red King, il frappe avec son poing armé droit. C'est le chauve, hein, avec ses 800 000... Non seulement il est dégueulasse, mais en plus il a pas l'air d'avoir de pouvoir outre le fait de frapper avec son poing. J'ai envie de dire heureusement que c'est avec son poing qu'il frappe. Une tête de suppositoire, le gars. Et ensuite, le mal rentré. Hein. Suppositoire qui a visiblement, ouais, vu tous les coups là qu'il y a, le gars. Et le vice-amiral Guillotine, la lame sur sa tête peut être lancée comme un boomerang. Il s'est pris pour Chichi de Dragon Ball. Il pue la merde. Il a une dégaine d'espada de Bleach, mais avec le pouvoir de Chichi de balancer des boomerangs, c'est ça en fait. C'est ça. Et ensuite, dernière question avant de revenir sur la fameuse. On nous dit, racontez-nous les anciennes occupations de Fujitola et de Ryokugyu avant qu'ils ne deviennent des amiraux de la marine. Et Oda répond,
Ils sont devenus les responsables de la défense des nations affiliées au gouvernement mondial. Grâce au système appelé Projet militaire mondial, ces deux-là ont été choisis par la marine. Ryokugyu, donc Aramaki, de South Blue, il était un officier de police du royaume Taya. Il a provoqué un grave incident impliquant une femme et a été jeté en prison. Sa réputation de posséder une force extraordinaire a atteint le gouvernement et il a été engagé dans la marine et a immédiatement obtenu une promotion en tant qu'amiral de la marine. Et Fujitora, donc Isho de West Blue, il a eu des grosses dettes en jouant au casino sur l'île de Twin Snake. L'endroit où il travaillait comme garde du corps a été acheté par le gouvernement mondial contre une grande somme d'argent. Isho, donc Fujitora, était un ancien chef militaire de la défense dans le royaume d'Aoi, Adi, une île de Grand Line. Ce royaume d'Aoi, Adi, a été détruit à cause de la guerre et il est devenu un criminel de guerre important. Le gouvernement mondial finira par être informé de ce fait. Alors, j'ai pas compris tout ce qui concernait notre cher Fujitora. Ou alors il a une double personnalité, le gars. Parce que on nous dit Fujitora Isho de West Blue, voilà, il a des dettes de casino, il a été repéré du coup. Grosso modo, c'était un garde du corps. Mais ensuite, on nous dit que c'est un ancien chef militaire de la défense dans un royaume. Le royaume a été détruit et lui est devenu un criminel. Donc, à quel moment il est devenu marine en fait ? À quel moment les marines ils sont intéressés de... Je comprends pas. Ouais, le seul point, c'est que comme ils nous disent qu'il était un ancien chef militaire de la défense, peut-être ils se sont dit, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'est un gars de talent, c'est rien, du coup, peut-être être intéressant de le recruter. Mais c'est pas très très clair. C'est sûr qu'il y a beaucoup de développement pour finalement que ce soit plus flou que si on n'avait rien eu comme info. Ouais, là où c'est un peu plus clair par contre pour ce qui concerne Ryokugyu, parce qu'il y avait pas mal de théories déjà à l'époque, vous savez qu'il a un tatouage là, en transversal sur son corps, tatouage qui signifie double suicide amoureux de la rivière morte. Donc vu que là on nous parle d'incidents qui seraient liés à une femme, j'imagine peut-être qu'il était amoureux de cette femme et que il a provoqué sa mort. Celle-ci était, je sais pas si elle l'aimait lui ou si elle aimait un autre gars. En tout cas, j'imagine que c'est un rapport avec la marque qu'il a sur l'abdomen. Alors, du coup, c'est intéressant en tout cas d'avoir cet écho au passé de Ryokugyu, mais de manière un peu plus fine. C'est pas on t'invente quelque chose, c'est on fait écho aux peu de choses que tu savais du gars pour son passé. Ça, j'aime bien. Quand on a ce genre de choses-là, c'est toujours intéressant. Et on va revenir du coup sur ce qu'on vous disait tout à l'heure. Du coup, qui a donné de la nourriture à Luffy sur Egghead ? La question était, dans le chapitre 1103, Luffy avait tellement faim, il ne pouvait pas bouger. Mais au chapitre 1106, il était rassasié. Qui est celui qui lui a donné à manger ? Mais qui ? Mais c'est qui ? Eh bien, je vais vous le dire. Oda répond. Quand Luffy a demandé de la nourriture, qui lui a répondu ? Était-ce Franky ou Sanji qui était présent à côté de lui ? Kizaru et Sentomaru étaient aussi présents. Celui qui l'a fait n'a jamais été démasqué. Cette action semble avoir été faite à la vitesse de la lumière, à tel point qu'elle a été totalement imperceptible à l'œil nu. La vitesse de la lumière. Ouais, bah c'est Kizaru quoi. C'était couru d'avant, j'ai envie de dire. Maintenant, je trouve que... Comment dire ? Donner ça en SBS, c'est... pas terrible. Voilà. Pour ceux qui attendaient une réponse véritablement dans les chapitres. Ça veut pas dire qu'il le fera pas plus tard dans les chapitres, mais j'ai l'impression quand même qu'il le fera pas. Le fait de donner ça en SBS en réponse, parce que les questions il les sélectionne quand même. Il répond vraiment à ce qu'il veut. S'il y a des questions qui... Parce que c'est sûr, il y en a. Depuis le début de One Piece, tout le monde se pose des questions sur l'univers de One Piece, sur là où ça va, qui est tel personnage, que va faire Luffy, qui est Im, etc. Il doit recevoir tout le temps des questions sur ça. Donc il les trie, il les met pas. Donc clairement, s'il a décidé de répondre à cette question-là, c'est qu'il voulait répondre dans le SBS, peut-être en se disant, bon, c'est vrai, j'ai pas répondu dans les chapitres. Mais du coup, c'est tellement dommage en fait. T'as l'impression qu'il nous a dessiné un petit Deus Ex Machina, en mode Luffy est à plat, il y a personne pour sauver la situation, c'est foutu. Mais il y a quelqu'un pour lui donner des forces. Il reprend des forces, il va régler la situation. Mais dans le manga... Pour tous ceux qui ont lu chapitre par chapitre, par exemple dans le Weekly Shonen Jump au Japon, parce qu'il ne faut pas oublier que ça ce sont des réponses dans les tomes reliés, donc pour ceux qui achètent les tomes seulement, mais pour ceux qui ont lu toute l'histoire en Weekly Shonen Jump, ou nous, occidentaux, qui avons la possibilité d'avoir les histoires pas qu'en tomes, mais également via le site internet de Glénat ou directement sur Manga Plus, c'est les solutions
qui sont gratuites et qui sont officielles, bah on saura jamais. On saura jamais. Si tu n'ouvres pas le SBS, donc un tome, tu sauras jamais, dans le manga, a priori, qui a donné la bouffe à Luffy. Ouais, et puis au-delà de ça, je trouve ça dangereux en fait de donner ce genre de réponse parce que il n'a pas nommé un lambda, quoi. Il a nommé un gars dont on a cessé d'attendre une réaction, un développement, qui est venu très tard. Où on a eu une réaction, notamment avec Akainu, sur la souffrance que ça lui a engendré de devoir affronter Vegapunk et de faire ce qu'il a fait. Mais à aucun moment, on nous a dit à ce moment-là qu'il était du côté de Luffy. Jamais. On nous a juste dit, ça lui a fait mal au derche, il a fait, à mon avis, bon, on se doutait qu'il avait peut-être agi sans se donner à fond pour faciliter le game de certaines choses. Il s'est quand même reposé tranquille à un moment donné. Bon, bah, mais là, dire c'est Kizaru qui a donné de la bouffe à Luffy. Il y a une volonté certaine de la part d'Oda de dire Kizaru a aidé Luffy. Donc il est un allié de ce combat. Je suis désolé, mais s'il n'est pas allié, il le laisse quand même. Il fait bah, c'est bien, moi je rentre chez moi, et c'est tout. Il l'a aidé. Ça a tout changé. Donc ça change, pour moi, la perception que j'ai de Kizaru sur la change tout. Ça change tout, parce que le dire dans le manga, c'est ce qu'on attendait en fait. On attendait vraiment de savoir dans le manga, dans les pages du récit, qui c'était. Ça pouvait même être le Robin qui faisait pousser un bras, tu vois. Elle n'était pas là à cet endroit-là, mais elle aurait pu avec son pouvoir Hana no Mi. Le pouvoir des fleurs, de l'éclosion, donc elle peut faire pousser des membres où elle veut, et du coup faire pousser un bras qui donne la nourriture. Elle peut même le transporter, la porter avec plusieurs bras comme ça. Enfin, ça pouvait tellement de choses. Et puis n'oublions pas que c'était une machine créée par Vegapunk, certainement, la machine qui a conçu ou produit ou sorti cette nourriture. Donc ça pouvait être aussi un Vegapunk. Mais derrière ça, Kizaru il donne le truc à Luffy, mais il trouve Vegapunk. Il le transperce quand même. Il va au bout de sa mission, avec certes les larmes aux yeux, la buée, il va s'énerver à la fin sur Akainu, mais quand même en remplissant sa mission et en allant jusqu'au bout. Donc il y a une dualité vraiment dans le personnage, là où nous, ce qu'on a suivi en manga, c'est un personnage qui est tiraillé, mais il n'y a pas de dualité, il va à fond dans sa mission. Et quand on le juge par rapport à sa mission, ou à ses émotions, là il se met en colère. Donc écoutez, ça change pas mal de choses, je trouve. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce fait-là et puis de toutes les réponses apportées par Oda sur ce SBS. Et si vous aimez ce format, si tel est le cas, on essaiera de le faire à chaque nouvelle sortie des SBS parce que je trouve ça sympa, c'est des trucs qui sont rigolos. Alors, des fois, tu as des réponses qui sont plus ou moins intéressantes pour le lore de One Piece, mais c'est toujours bien de prendre les petits trucs croustillants. Les croustillants, j'aime bien. Voilà, très vite sur la chaîne 2. Léo et Max. Si vous êtes abonnés, bien sûr. À très vite. À la prochaine. Ciao.